Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Les 2 dernières semaines, c'est des épisodes assez intenses. On a été dans des trucs très profonds. J'espère qu'ils ont été utiles, j'espère qu'ils ont été pertinents, j'espère que ça vous a fait bouger, réfléchir de manière positive. Aujourd'hui, on va parler de comment prendre les choses moins personnellement. Oui. Je suis vraiment axée sur ce côté un petit peu sensibilité, Ces dernières semaines, que ce soit justement dans je veux pas blesser l'autre, j'ai peur qu'on ne va pas m'aimer, et puis comment est-ce que je peux me protéger en fait de ce que les autres vont dire et de moins prendre personnellement les choses. Alors, si vous connaissez pas encore les 4 accords Toltec, bon, il y en a 5 techniquement, je vous invite à aller écouter l'épisode là-dessus. Il y en a un dessus qui justement, un des accords, c'est de ne rien prendre personnellement. Si vous voulez se dissocier, votre soi profond intérieur, de ce que l'autre est en train de faire ou dire. Et de se dire, c'est pas à propos de soi, de vous, c'est juste l'expression de ce qui est en train de se passer dans la réalité, dans les perceptions d'autrui. Donc, rien prendre personnellement, concrètement, il y a d'autres ingrédients qu'il faut avoir en place. Un de ces premiers ingrédients, c'est de vous-même être ressourcé et reposé. Dans la pratique quotidienne, si vous êtes fatigué, que vous avez faim, que c'est un petit peu la merdouille peut-être dans d'autres aspects de votre vie, votre capacité à vous dissocier, à prendre de la distance avec ce que les autres vont dire, est fortement diminuée. Donc ça, c'est hyper important de garder en tête. Plus vous allez être fatigué, plus vous allez être stressé, plus d'une certaine manière vous allez être fragilisé, plus susceptible, vous sentir plus vulnérable, sensible, etc. Donc, je souligne là l'importance de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est se comprendre et comprendre ce dont vous avez besoin pour vous ressourcer. Et on n'est pas pareil. Il y a des personnes qui ont besoin de voir des gens pour se ressourcer. Il y en a d'autres, il faut qu'elles deviennent des ermites. Et puis, à la limite, les seuls êtres vivants avec lesquels elles peuvent être en interaction, c'est leurs animaux domestiques et leurs plantes. D'accord ? C'est prendre soin de soi, c'est aussi avoir un rythme de vie où vous arrivez à vous reposer, et dans le quotidien, vous avez des moments de pause où vous pouvez lâcher le mental, rentrer dans votre corps. Prendre soin de soi, c'est aussi apprendre à accueillir les émotions et les réguler. Puis pas faire le truc que l'on sait très bien faire, c'est on se met sur off, on dissocie nos émotions, on essaie de les étouffer, et puis on se dit bon, ça va passer. Parce que vous savez que les émotions, c'est une énergie qui est psychocorporelle, et du coup, elles ont tendance à se stagner et à s'ancrer dans le corps. Donc même si vous ne ressentez pas d'un point de vue cognitif, d'un point de vue mental, l'émotion, la tristesse, votre corps peut être en train d'emmagasiner cela et de le stocker. Donc, prendre soin de soi, c'est toutes ces choses. Pour les personnes qui connaissent le stress, c'est peut-être plus parlant d'utiliser l'exemple du stress. On peut accumuler du stress, et puis tout d'un coup, un petit truc, bam, c'est bon, c'est fini, vous partez, vous êtes dans tous vos états. C'est pas parce qu'il y a cet élément-là de stress et qu'il y a une accumulation de plein de petites choses, et tout d'un coup, il y a la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc ça, c'est un des premiers aspects pour prendre moins personnellement les choses. Ensuite, dans le concret, quand il y a ces fameuses critiques, remarques ou des interactions qui sont désagréables, comment est-ce que là, vous pouvez moins prendre personnellement les choses ? Eh bien, c'est de vraiment prendre cette distance émotionnelle et psychique. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de danse en fait dans ma jeunesse. Et puis, les 13 premières années de danse que j'ai faites, j'étais avec une prof qui était... elle m'a beaucoup appris, mais elle m'a beaucoup détruite
aussi. Et elle avait des tendances où tout d'un coup, elle partait dans ses spires à elle et elle devenait agressive et humiliante. Donc son truc à elle, c'était de prendre une personne et puis de l'humilier en fait devant tout le monde. Ce qui devait être une correction de danse devenait une critique de la personnalité de la personne. C'était charmant. Comme quoi, vous comprenez pourquoi je suis psy. Mais, mis à part ça, je me rappelle qu'au tout début, je prenais ça, mais vraiment, vraiment personnellement. C'était horrible, quoi. Je sentais, il y avait cette sensibilité et qui était normale parce que ce qui se passait, c'était assez violent. Et puis, mes parents me disaient, mais Jennifer, il faut que tu aies la peau plus épaisse. Faut pas que tu prennes les choses aussi personnellement. Faut que tu laisses couler le truc. Oui, mais bon, sur le moment, vu la violence, en fait, de ce qui se passait, c'était plus facilement dit que fait. Maintenant, si vous posez la question, mais pourquoi tes parents n'étaient pas au courant? C'est juste que la prof, en fait, comme elle avait un petit peu manipulé les gens, il y avait la loi du silence, les parents n'avaient pas le droit d'entrer dans les salles de danse. Donc, il y avait beaucoup de choses qui se passaient qui n'étaient pas disponibles aux yeux des autres, des parents. Et puis, comme c'était une personne que je connaissais depuis que j'avais 4 ans, elle avait une énorme influence sur moi. Donc, je sentais que de toute façon, il fallait que je ne dise absolument rien, sinon ça allait très très mal se passer pour moi. Et ça, c'était la même chose pour beaucoup d'autres élèves. Il y avait vraiment ce truc, on ne se plaint pas, on ne dit rien, sinon on va devoir se la choper. Et puis de toute façon, les parents, ils n'y croiraient pas vraiment. Enfin, c'était assez glauque. Mais bref, à un moment donné, j'étais un petit peu plus âgée, je crois que je devais avoir 12-13 ans. Elle a recommencé en fait à m'attaquer. Et je me rappelle très très bien de la scène. Et à ce moment-là, j'ai eu ce moment c'était un réflexe où je me suis dissociée émotionnellement. Et en fait, j'étais en train de me répéter, ok, elle est fâchée. Elle est en train d'exprimer son opinion. Elle est en train de te dire une information. Elle a ses opinions à propos de toi, mais ça n'a rien à voir en fait avec son job, etc. Et en fait, j'étais en commentateur intérieur au fur et à mesure qu'elle était en train de s'acharner et de lâcher tout son venin. Et physiquement, ce que je disais, je faisais, d'accord, ok, j'ai compris, mais à l'intérieur, en fait, j'étais en train de me parler et j'étais en soutien total avec moi. Et en fait, ce déclic, je l'applique très souvent maintenant quand il y a des conversations difficiles, quand il y a des conflits, quand la personne peut-être a un excès de colère et dérape dans ses propos, dans ses mots. Ça peut arriver, on est tous humains. Étant donné que j'ai naturellement une sensibilité, c'est instinctif maintenant, je recadre directement et je me positionne dans le « ok », je laisse passer sa vague d'émotions à l'autre. Je lui laisse son moment. Mais moi, je ne participe pas à ce moment-là, je ne suis pas présente. Je suis là physiquement, mais mentalement, je suis complètement ailleurs. Et ça, si vous voulez, c'est à mon sens une très très bonne stratégie parce qu'elle permet aussi de créer une sorte de distance au niveau du temps. Alors, je vais m'expliquer. Quand on se fait happer par la vague d'émotions négatives, entre guillemets, de l'autre, le temps peut passer assez rapidement. On se fait prendre et puis on est dedans. On est pris, en fait, dans sa trame, à il ou elle. Et du coup, on perd pied très facilement. Quand vous commencez à sentir que l'autre est en train de partir dans sa trame, et que immédiatement vous vous dissociez, puis vous êtes là, ok, c'est bon, c'est parti, que vous êtes en commentateur intérieur, vous attendez que ça passe, en fait, le temps passe beaucoup plus lentement. Et du coup, ça vous permet aussi à vous de peut-être diminuer votre temps de réaction, ou d'augmenter plutôt votre temps de réaction. C'est-à-dire qu'au lieu de directement contre-attaquer, si c'est votre style de contre-attaquer, ou bien de vous sentir immédiatement attaqué, angoissé, triste, de pouvoir dire, ok, ça, c'est ce qui lui appartient, c'est la manière dont cette personne avait besoin de s'exprimer, et j'ai le droit de pas être d'accord avec cette manière. Et j'ai le droit de dire, très bien, mais concrètement, c'est quoi ta solution, etc., etc. Maintenant, il y a un autre aspect, une autre nuance que j'aimerais aborder, c'est lorsque l'on est en interaction avec des personnes qui n'ont tout simplement pas envie vraiment d'avoir une interaction avec vous et qui sont plutôt dans une démonstration de leur savoir, de leur maîtrise, de leur expertise,
ou bien qui veulent imposer leur point de vue. Là où il est possible que vous commenciez à prendre les choses personnellement, c'est si vous y abordez ces conversations avec l'attente d'avoir un échange constructif et qu'en fait, devant vous, vous n'avez pas cet échange et puis peut-être que là, automatiquement, les pensées qui vont vous présenter, c'est que peut-être vous n'êtes pas assez capable, pas assez intelligent ou intelligente, intéressant ou intéressante, etc. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est d'être objective et d'identifier la dynamique de la personne. Dans quelle dynamique elle est, cette personne? Et si elle est vraiment dans cette dynamique de démonstration, etc., moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que j'ai imaginé une sorte de pan qui faisait sa grande démonstration de plumes, qui était en train de marcher. Regardez, voilà comment sont mes belles plumes. Et on laisse le pan faire sa démonstration de plumes. Et une fois qu'ils ont fait la démonstration de plumes, là, vous pouvez commencer à reprendre un petit peu le fil, l'interaction, etc. Dire, ah oui, c'est très bien, vous avez des très très belles plumes. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de cela? D'accord, alors moi, je pense que ça serait mieux et plus facile pour nous d'aller dans ce sens-là, etc., etc. Ce que j'essaye de communiquer à travers cet exemple-là, c'est parfois une incompatibilité de dynamique qu'il peut y avoir. On peut avoir l'attente d'avoir une interaction d'égal à égal, mais que pour des raisons qui sont en dehors de votre contrôle, la personne, elle est dans un autre état d'esprit total. Et à ce moment-là, ça ne vous appartient pas, c'est pas de votre faute, c'est pas votre problème non plus. Donc vous laissez passer le truc et ensuite vous reprenez. C'est de pouvoir choper ces pensées automatiques qui peut-être à un moment donné vont venir vous suggérer que si la personne elle est en train de se comporter de cette manière-là, c'est qu'elle ne vous respecte pas ou que vous êtes pas assez. Et puis là vous mettez le premier mot qui vous vient en tête. Vous laissez passer ça parce qu'il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Et aussi surprenant que ça pourrait peut-être vous paraître, mais moi, il m'arrive fréquemment d'être dans des conversations où au début, je laisse juste la personne faire ce qu'elle a à faire. Puis après, je commence à interagir petit à petit. Le nombre de fois où l'on m'a critiqué, où l'on m'a insulté, où l'on a commencé à vouloir me faire la morale, à m'expliquer à quel point j'avais tort et que c'était faux ce que je faisais. D'ailleurs, il y a la dernière fois que ça s'est vraiment passé, où c'était très très désagréable, c'était il y a plus d'une année, c'était au mois de janvier 2020, et où je m'étais retrouvée devant un psychologue, psychothérapeute qui était absolument choqué que je fasse du coaching, qui trouvait que c'était la chose la plus dangereuse au monde, et qui a commencé en fait à me faire une morale à table devant tout le monde. C'était sympa. Et sur le moment, c'était difficile, c'était compliqué de faire cette dissociation, mais j'étais choquée, j'étais surprise et j'ai commencé à sentir directement l'émotion qui montait et tout de suite, en fait, j'ai commencé à dire « Ok, c'est bon, j'ai touché quelque chose chez lui. Il a besoin de se défendre. Il y a une insécurité. Je comprends pas ce qui se passe. Bon, là, ça commence à m'embêter. Ça commence à me faire chichi, comme il me parle, etc., etc. » Et j'étais là pour moi, en fait. J'étais présente pour moi. Et peut-être, et là, je le dis juste, c'est un peu une prise de conscience qui vient en ce moment, en enregistrant cet épisode, mais peut-être que le fait d'être là pour soi, peu importe, ça a vraiment créé cette sensation intérieure d'être plusieurs. Et quand on est plusieurs face à une personne qui critique, généralement, on se sent beaucoup plus fort, beaucoup plus stable. Donc voilà, avec cela, je vous laisse. Je vous souhaite une magnifique semaine. Si vous avez envie d'approfondir ce travail, que vous avez envie de faire ce programme d'auto-coaching, sachez qu'il recommence au mois de juin. Et puis, les inscriptions sont ouvertes. Et moi, je me réjouis de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez super soin de vous.